Aujourd'hui, je vais inaugurer un format que je n'ai encore jamais fait et que j'ai découvert chez Grégoire Samson. Mais hasard de dingue! Grégoire et moi avons posté chacun une vidéo sur Raphaël Quenard le même soir, le 31 août. C'était la date limite que je m'étais donnée pour pouvoir continuer à appeler mes vidéos les daubes de l'été. Oups. Je ne connaissais pas la chaîne de Grégoire avant ça, et donc je suis allée voir et j'ai regardé une vidéo, 2 vidéos, toutes ces vidéos en 5 jours. Grégoire fait des vidéos de sociologie très exigeantes, très pointues, mais toujours en les liant avec des phénomènes de société ou des comportements que l'on observe autour de nous, ou des médias comme par exemple la série Bref 2, ou encore le changement de discours autour de la musique de Jul. Le niveau de recherche et de montage force aussi le respect, enfin, en bref, tout y est. Grégoire propose un format que je n'ai jamais vu chez quelqu'un d'autre jusqu'à présent. Il a des vidéos moins scriptées dans lesquelles il revient sur les critiques, les remarques qu'on lui a adressées suite à ses vidéos. Ça lui permet de développer sa pensée et ses conclusions quand il n'avait pas le temps par exemple, mais aussi de détailler d'autres sources sociologiques et parfois de parler aussi de manière un peu méta de YouTube sans que ce soit trop ou une vidéo dédiée. Donc voilà, comme je n'ai pas d'idée et que je suis vide intérieurement après les daubes de l'été et en cette rentrée littéraire francophone, eh bien, je le copie. Et hontément, what you gonna do about it? Ouais. Pardon, je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui c'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, Non mais... Plusieurs commentaires m'ont fait remarquer que selon eux, volontairement ou pas, j'aurais pris le livre de Raphaël Quenard au premier degré, alors que c'est une œuvre entièrement au deuxième, voire au millième degré. J'aurais fait semblant de ne pas comprendre et ma réception serait donc mauvaise, car très éloignée, voire à contresens complet de l'intention de son auteur. Je n'aurais, en d'autres mots, pas compris que ce livre est une satire. C'est intéressant, d'autant plus que je m'attendais à tout, mais pas à ce retour. Ma belle leçon d'humilité. Que le livre de Raphaël Quenard soit rempli d'humour, je suis d'accord, je l'ai même mis en avant. Il ne m'a pas fait rire, ou alors piètrement, et ça aussi, je pense qu'avec mes 45 minutes de vidéo, on l'a compris. Mais le cœur du sujet, c'est est-ce que son roman est une satire qui dirait quelque chose de la société? Position, s'il vous plaît, monsieur. J'ai pas regardé. Recevoir la sentence méritée. On a vite fait d'employer le terme satire comme équivalent à l'ironie, la parodie ou l'humour. Mais la satire est un genre ou un type d'écrit particulier en ce qu'il dépeint des vices, des petitesses, des traits de caractère, des comportements individuels ou collectifs, des phénomènes de société pour les tourner en ridicule et les dénoncer comme tels. La satire utilise un vaste arsenal d'outils et de figures pour créer une connivence avec le lecteur ou le spectateur envers le sous-texte qui est proposé. Pour cela, diverses techniques existent comme le grossissement, l'hyperbole, la parodie, la juxtaposition, l'ironie, le sarcasme parmi d'autres, mais toujours au service d'un discours de critique sociale constructive. Le double discours est un outil pour faire la lumière sur une ou plusieurs réalités particulières et les donner en réflexion grâce au ridicule ou l'incongruité de la représentation. Contrairement à une parodie qui, elle, va reprendre des codes existants pour qu'on puisse les identifier et s'en jouer, la satire peut être drôle comme elle peut être grinçante, caustique, noire ou déprimante. Thy will be done, Lord Vader. Oh, this place sure has changed since Disney bought the rights to Cosmic Wars. Aw, jeez. Là où la parodie joue surtout sur les reconnaissances de forme, la satire ouvre un espace de réflexion qui n'est pas un message délivré par l'écrivain, ce n'est pas une fable avec une morale. Non. Les interprétations et les manières d'appréhender une satire sont nombreuses, et c'est ça qui en fait l'intérêt et qui continue d'en assurer la pertinence, parfois des centaines d'années plus tard. Les pièces de théâtre de Molière, par exemple, ont cet aspect satirique. On voit bien qu'il se moque de certains vices, de comportements de ses contemporains pour les tourner en dérision et permettre de réfléchir dessus. Mais tu me points là! Mais tu me pointes ici! Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi! La satire a toujours été un moyen de contourner les différentes censures politiques, sociales, religieuses. Avant de revenir au livre, je voudrais juste faire un petit détour par un des meilleurs exemples de satire que j'ai lu récemment. Il s'agit du Guide du rien de Jaroslav Hasek aux éditions La Baconnière. C'est un recueil de nouvelles publié à la fin du 19e, début 20e par l'auteur pragois. Dans l'une des nouvelles, le personnage principal est un détenu
condamné à la peine de mort. À la veille de son exécution, il a droit à un repas gargantuesque dont il se délecte. Mais le voilà qui souffre d'une intoxication alimentaire qui menace sa vie. Tout le pouvoir carcéral se met en branle pour le soigner absolument. Une fois remis sur pied, ouf, tout va bien. Il peut être exécuté comme il se doit. C'est important de le noter. Jaroslav Hasek ne se moque pas tant des faibles, des victimes, mais bien des faiblesses et des hypocrisies de ceux qui sont dans une position de pouvoir et toute leur auto-justification. Il pointe du doigt avec subtilité les dérives de systèmes inégalitaires et autoritaires et toute la masse des petites gens qui contribuent par intérêt personnel. Pour reprendre les mots du critique littéraire Northrop Fryen, dans la satire, l'ironie est militante. L'usage de la satire est très fréquent dans les formes de contestation, notamment les manifestations citoyennes. En Serbie, le mouvement non-violent de résistance civile Otpor a été le fer de lance de l'utilisation de la satire contre le régime oppressif de Slobodan Milošević qui a gouverné la Yougoslavie et la Serbie pendant 13 ans. Il a de charmantes périphrases pour le qualifier comme le nettoyeur des Balkans ou le semeur de guerre. Il était connu notamment pour favoriser les arrestations arbitraires, la violence d'État, l'emprisonnement et même les meurtres de ses opposants politiques. Dans les années 2000, le gouvernement de Milošević a mis en place une initiative pour soutenir l'agriculture de la Serbie. Comment ? En demandant aux gens de contribuer directement. Le crowdfunding étatique en somme. Des boîtes étaient placées dans des commerces, des endroits publics, surplombés d'un panneau qui demandait aux gens de donner ce qu'ils pouvaient en faveur de l'agriculture de leur pays. Un gouvernement corrompu et violent qui pense que c'est une bonne idée de faire une campagne de mendicité auprès de ses citoyens. Joli, ça donnerait presque des idées à certains parmi nous, même s'ils sont déjà très créatifs. Otpor a répondu en mettant en place leur propre collecte. Dans un baril à l'effigie de Milošević, les gens pouvaient donner 1 dinar pour obtenir un bâton avec lequel ils pouvaient frapper le tonneau. Parfois, le panneau indiquait que si les gens n'avaient pas d'argent à donner à cause de la politique du gouvernement, parce que ils n'avaient plus un rond, ils pouvaient tout de même prendre le bâton et frapper le tonneau 2 fois. La police était un petit peu embêtée par la situation, mais elle a fini par enlever le baril. Otpor a réagi en publiant un communiqué de presse indiquant l'arrestation du baril. Grand criminel, ce tonneau. Ils ont aussi ajouté que l'initiative avait néanmoins été un succès et que l'argent récolté suffisait à assurer la retraite dorée de Milošević. Ils sont allés jusqu'à indiquer que la police, connue aussi pour sa corruption généralisée, allait reverser les fonds au président. Face à cette initiative, finalement, quoi que la police ou le gouvernement fassent, leurs actions étaient tournées en ridicule. S'en prendre à un baril est tellement absurde, mais le laisser, c'est aussi tolérer une moquerie difficilement compatible avec l'exercice d'un pouvoir autoritaire. Des actions comme celle d'Otpor permettent de tourner en ridicule le pouvoir, de mettre la peur à distance pour réfléchir collectivement. Cela crée des formes concrètes et non violentes qui ne tombent pas sous le coup de la loi et qui favorisent l'union des opposants. Bien sûr, l'initiative du baril et les autres initiatives d'Otpor ont été une petite pièce d'un puzzle plus large. Mais ce type d'action a un impact durable de cohésion en écaillant le vernis de légitimité du pouvoir et surtout la peur qu'il inspire. La satire peut a priori traiter tout type de sujet, mais la question à se poser est de savoir de qui se moque-t-on ? Qui ou quoi est tourné en dérision ? Et sur quoi est-on amené à réfléchir ? Peu importe la nature de cette réflexion par ailleurs. Il est temps d'appliquer ces questions à Klamzé à Tataouine, mon livre préféré de l'année 2025, que dis-je ? De la décennie. Prenons l'un des passages du roman de Quenard sur le monde du foot. Rappelons-nous, le narrateur est devenu intérimaire au Parc des Princes et il a fraternisé avec Nestor, une star montante du football français. Sa cible est Cindy, qui était coiffeuse avant de devenir très riche grâce à son mariage avec Nestor. Le narrateur se moque du physique de Cindy, encore et encore, tout en se déclarant attiré par elle et son air de star de la télé-réalité, comme il le dit. Il est invité dans l'opulence de la propriété de Nestor pour un barbecue, où il trouve Cindy qui s'est isolée après une dispute avec Nestor. Il a quelques phrases sur le fait que Cindy n'est en fait pas si bête que ça, et il la fait basculer par-dessus le balcon. Elle meurt sur le coup.
Dans tout ce passage, on est censé rire avec le narrateur, et pas de lui, et pas non plus de sa vision caricaturale des personnes qui sont censées incarner les strates de la société française, le grand n'importe quoi qu'est ce monde. Il ne nous montre à aucun moment autre chose que cette vision déformée. Les gens en question sont misérables et ils meurent d'avoir croisé le chemin d'un homme certes montré comme incapable de la moindre empathie, mais qui doit forcer notre admiration par ses bons mots et son cynisme acéré sur le monde qui l'entoure, et qu'il méprise. Ce n'est pas de la satire, car ce n'est pas du narrateur dont on se moque. Il fonctionne plutôt comme une sorte de médium cathartique qui exerce un fantasme violent, celui de tuer tous les gens qui ne nous ressemblent pas, sans jamais chercher à leur donner la moindre complexité, le moindre relief. De quoi se moque le narrateur de Quenard? Quelle réalité grinçante nous fait-il percevoir par sa haine de tout un chacun? La réponse est à peu près rien, ou en tout cas pas de l'horribilité du narrateur. Il entérine les stéréotypes et on doit rire avec lui de ces stéréotypes sans les remettre en question, sans les penser. Il y a certes une moquerie, je ne le nie pas, mais pas une satire. Il n'y a aucun méta-discours. Alors certes, Quenard passe son temps à se cacher derrière une phrase aussi bête que « la morale n'a pas sa place dans l'art ». Et la moralité n'a pas de place dans l'art. Tout en revendiquant en même temps une forme de moralité de la fin de son histoire. Le livre est porteur d'une morale. Mais cet argument est une pirouette pour se dédouaner de toute critique et pour refuser justement d'avoir une pensée complexe sur ce à quoi son livre contribue, ou ne contribue pas. Et si le livre vous a fait rire, mais grand bien vous fasse, on ne rit pas aux mêmes blagues. Mais ça ne fait pas de cette lecture, ou de n'importe quelle lecture qui n'aurait pas ri aussi, des gens qui sont passés à côté du sens profond du livre. Ce n'est pas parce que ça vous a fait rire que c'est une satire intelligente et mordante du monde contemporain. On se moque, en définitive, encore et toujours, des mêmes personnes qui sont déjà continuellement moquées. Mais je ne veux pas clore le sujet sur ça. Je voulais vous parler d'une autre chose que j'ai remarquée et qui est directement en lien avec ce dont je viens de vous parler. Vous vous souvenez peut-être de mes chroniques humoristiques de 2 livres de Marlène Schiappa l'été précédent. Elles ont d'ailleurs lancé l'été des daubes. Ces livres sont des daubes, clairement, aucune autre forme de procès, il n'y a pas de débat. Mais c'est assez révélateur que pas une seule personne n'ait étendu la même remarque, qui a été faite donc au roman de Raphaël Quenard, à ceux de Marlène Schiappa. Personne ne m'a dit que j'avais mal lu ces livres, qu'il s'agissait d'une satire, qu'il fallait les lire au 2e, au 1000e degré. La même critique pourrait m'être faite. Et pourtant, ça n'a pas été le cas. D'un côté, on accepte que Marlène Schiappa écrive mal, qu'elle a écrit purement et simplement des daubes sans aucune forme de métadiscours, sans lui laisser le bénéfice du doute sur une volonté de satire. Et de l'autre côté, quand il s'agit du livre de Raphaël Quenard, qui n'est guère fameux non plus, mais certes peut-être moins abyssal que ceux de notre ancienne ministre, la possibilité d'un souffle d'intelligence, d'une ironie au-delà de la narration est avancée pour critiquer ma mauvaise réception du livre. Sans compter tous les commentaires odieux que j'ai supprimés à l'appel sur le physique et l'intellect de Marlène Schiappa. Je ne la défendrai pas ni sur la piètre qualité de ses livres, ni sur ses valeurs, ni sur ce qu'elle a fait au gouvernement, mais je ne laisserai pas de telles insultes misogynes sur ma chaîne. Mon féminisme ne s'arrête pas au seuil de la porte des femmes que je n'aime pas. Et s'il est ok et même nécessaire de critiquer ses actes, les discours misogynes sur sa personne sont abjects et n'ont pas sa place, ni ici, ni ailleurs. Bien sûr, Raphaël Quenard et Marlène Schiappa n'ont pas la même notoriété. Ils ne sont pas comparables dans ce qu'ils nous évoquent. Mais je trouve néanmoins la différence des réceptions révélatrice d'une petite forme de misogynie ordinaire, dans ce qu'on concède à un homme et pas à une femme dans leur écriture. Tu m'aimes? Moi, j'aime tout le monde. Et comme il assume pas de m'aimer, c'en est touchant de pudeur. Un autre commentaire très intéressant me disait que le narrateur n'était pas un incel et que j'avais donc fait un contresens. Je voulais explorer cet aspect car je suis d'accord avec le commentaire et en même temps, je comprends pourquoi j'ai utilisé ce terme et la réalité derrière le terme. Le terme incel pour involuntary celibate est un terme que des hommes s'appliquent à eux-mêmes. Ils se considèrent comme injustement privés de leur droit à une femme, et par une femme en général, j'entends le corps d'une femme. Ils estiment qu'ils auraient droit à avoir du sexe quand ils le veulent et avec qui ils le veulent, et plutôt que de remettre en question leur personnalité, ils placent la faute sur la société, sur les femmes et sur les autres hommes qui, eux, y parviennent. La rhétorique incel n'est pas, comme on l'entend, un discours de frustré comme un autre. On a de nombreux cas de fusillades, de meurtres commis par des hommes qui se revendiquaient des involuntary celibate. Rien n'est de leur faute, tout est de la faute des autres, à commencer par les structures sociales,
qu'il refuse de penser par ailleurs. Est-ce que le narrateur est un incel ? Bon, comme disait le commentaire, pas vraiment. L'incel serait plutôt un homme qui ne correspond pas aux critères communs d'attraction, que ce soit en termes de beauté physique comme de personnalité. Or, notre narrateur a du bagou, voire un certain charisme. Il semble plutôt avoir une apparence inoffensive allant jusqu'au gendre idéal. Le gars qui s'intègre bien partout, qui ne détonne pas, mais qui intérieurement est dérangé et se sent en marge de la société. Ce qui fait qu'il ne correspond pas non plus au type du pervers narcissique qui, lui, est manipulateur et jouit de l'emprise qu'il a sur ses victimes. Alors, rien n'est hyper clair et c'est pas grave, mais c'est pas clair avant tout parce que Raphaël Quenard n'a pas fait l'effort de nous donner à voir les formes et les expressions du mal-être de son protagoniste, si ce n'est qu'il se sent tellement en marge de la société qu'il se met à la détester. C'est tout. Antoine Asdé a écrit un article récent pour Mediapart dans lequel il explore le concept de l'extrémisme nihiliste violent. Ce concept vient de chercheurs et de chercheuses qui analysent les frontières floues et poreuses entre différents types de communautés, celles qui prônent le masculinisme, le fascisme, les violences dans toutes leurs formes, le bullying et globalement un culte à la violence. Cette série de faits divers contribue à faire sortir de l'ombre des sous-cultures telles que CVLT, No Lives Matter, Aucune vie ne compte, 764, Maniac Murder Cult. Ces noms sont ceux d'organisations décentralisées fascisantes et ultra-violentes d'un nouveau genre, pour la plupart relativement récentes. Cet extrémisme nihiliste violent, ou NVE, comme le qualifient les chercheurs et chercheuses, se situe dans la continuité d'une culture fasciste numérique comme apparue sur des forums comme 4chan, avant de migrer sur d'autres plateformes. Pour comprendre le NVE, il faut comprendre ses origines. Humour noir, trolling et mauvaise foi, même cryptique, shitposting et ironie, sexe et violence. Tels sont les codes du fascisme numérique au XXIe siècle. Ce serait donc plutôt dans cette croisée des chemins violents que se situerait le narrateur de Quenard, lui qui agit sans morale ni remise en question jusqu'à des meurtres de plus en plus sanglants, mais qu'il justifie toujours rationnellement. Raphaël Quenard le décrit comme pathologiquement lâche, quoi que ça veuille dire, encore une fois, dans cette recherche de cohérence, parce que la lâcheté, c'est plutôt l'inverse du passage à l'action. Quenard aurait pu penser la violence dérangée d'un esprit comme celui de son narrateur, mais il ne le fait pas. Et moi, je pense qu'il n'en a pas les compétences pour le faire. Donc il s'est réfugié dans ce qu'il maîtrise, un humour de surface, sans aller au bout. Et en même temps, pourquoi le ferait-il ? Il est encensé et reçu partout pour son bouquin, inachevé, et honteusement cher. Vivement l'édition collector. J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. J'étais agressé dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Certains commentaires m'ont reproché de ne pas parler des accusations à l'encontre de Raphaël Quenard. J'imagine que ces personnes font référence à la liste noire du cinéma français qui a circulé et a été reprise par les médias l'année dernière. Cette liste noire comportait des noms de personnalités du cinéma et de la télévision qui auraient des accusations de VSS à leur encontre. Le nom de Raphaël Quenard y figurait. Avec pas mal de rumeurs qui ont été partout. Ça a commencé le 5 mai dans le Figaro avec cet article MeToo avant le Festival de Cannes, le milieu du cinéma a des sueurs froides, le Canard enchaîné, et sur Internet, une liste de noms présumés à fuiter, des gens qui seraient coupables de violences sexistes et sexuelles, et ton nom a figuré sur cette liste. Cette liste a depuis été débunkée, c'est-à-dire, je le dis clairement, elle était fausse, elle n'avait aucun fondement, aucune base crédible. Certaines personnes de cette liste peuvent être coupables, mais pas parce qu'ils sont sur cette liste qu'on ne peut pas prendre au sérieux. À ma connaissance, quand j'ai fait ma vidéo et quand je fais celle-ci, je n'ai vu aucun témoignage ni aucune enquête de journaliste à l'encontre de Raphaël Quenard sur les sujets de VSS. Mon but dans mes vidéos n'est jamais de propager des rumeurs, surtout quand elles ont été démontées. Et peut-être que les gens qui m'ont fait ces reproches ignoraient le mal fondé de la liste, mais en tout cas, je trace la ligne à la propagation de rumeurs. J'avais visionné les interviews de Quenard sur son ressenti et son expérience face à ces rumeurs. Et ça n'avait pas trop sa place dans la vidéo de cet été, mais plusieurs éléments sont dignes d'être commentés. Et encore une fois, je relativise. Il y a des gens dans le monde qui parsèment cette terre, qui sont victimes de situations infiniment de fois plus tragiques, d'accord ? Donc, je suis pas là en train de me présenter comme une victime, tu vois. Non pas une fois, mais 3 fois au cours de cette interview, au risque d'être redondant, Raphaël Quenard met l'accent sur le fait que son statut de victime de cette rumeur n'a rien à voir avec l'impact des personnes qui sont victimes, elles, de VSS. Il dit clairement qu'il faut que tous ensemble, tout le milieu du cinéma, chacun
à son échelle, lutte contre ces violences. Il dit aussi que les auteurs de ces violences doivent être écroués. La base de ce truc-là, c'est qu'il y a des vrais gens qui sont victimes de vraies choses et que ceux qui se rendent coupables d'horreur à leur endroit, ils doivent nécessairement être condamnés et mis hors d'état de nuire, en fait. Ça, il n'y a même pas l'ombre d'un doute à ce sujet-là, tu vois. Déjà, il y a un premier élément qui vous a peut-être frappé. C'est la manière dont son discours met à distance les auteurs de harcèlement, de violence. Sa rhétorique participe à celle mise à jour par Rose Lamy dans son essai « En bon père de famille ». Les responsables et coupables seraient systématiquement les autres, les monstres, parfois même les monstres sacrés. Si ces personnes-là, qui ne sont d'ailleurs jamais clairement désignées, étaient mises hors d'état de nuire, alors tout roulerait. Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Et alors même qu'il rappelle que les femmes sont les victimes majoritaires des VSS, il ne désigne pas le fait que les auteurs en sont presque toujours des hommes. Pas tous les hommes, mais étrangement tout le temps des hommes. Il effectue un délicat pas de danse qui consiste d'une part à s'inclure au même titre que n'importe qui dans le combat contre les VSS, et d'autre part à créer une réalité floue. Les VSS sont réduites à des actes. Elles pourraient être combattues grâce à des solutions aussi simples que de faire appel à une coordinatrice d'intimité. C'est l'exemple qu'il donne. Et bien sûr que c'est nécessaire, les coordinateurs et coordinatrices d'intimité. Ces propos généralistes lui permettent de ménager la chèvre et le chou, et de ne froisser personne. Il est aujourd'hui plutôt bien vu socialement, dans les classes supérieures, d'avoir des discours en faveur de l'égalité. Et cela se réalise notamment par la pirouette de pointer du doigt, un système abstrait qui s'abat sur tout le monde presque de la même manière. Mais le système n'existe que par la somme des personnes et des actes qui le constituent et le perpétuent. Penser les systèmes, oui, mais responsabiliser les individus. Après, encore une fois, s'il y a des actes qui sont commis, que c'est avéré, que c'est motivé, que c'est étayé, il doit y avoir une forme d'intransigeance à ce sujet. Mais on ne doit pas se laisser contaminer et on doit en ressortir plus fort. Cela lui permet de se positionner comme quelqu'un qui est au courant, qui est informé, et 2, un allié de cette cause. D'autant plus qu'il est aussi une victime. Victime moindre, certes, une sorte d'homme dommage collatéral accusé injustement. Il ne pense pas sa place, son rôle, ni les bénéfices qu'il a dans le monde du cinéma. Et s'il concède une oppression abstraite ou à la marge des femmes dans le milieu, il place la responsabilité sur un tout le monde qui l'englobe, mais sans se responsabiliser lui, et sans mettre en avant le rôle actif des hommes. Pour explorer les concepts sociologiques qui abordent notamment cette question, je vous conseille ces 2 vidéos de Grégoire. Voilà, décidément, je vais tout le temps le citer. Bon, il n'empêche que dans les faits, Raphaël Quenard, comme d'autres, a été injustement pointé du doigt. Il concède à cette affreuse rumeur la vertu de remettre sur le devant de la scène un dialogue sur les violences sexistes et sexuelles. Il y a quelque chose que je trouve quand même, c'est que cette rumeur, elle provient d'une préoccupation qui est celle du combat contre toute forme de violence, mais majoritairement faite aux femmes dans le milieu. Mais est-ce bien vrai? Est-ce vraiment un bénéfice collatéral à tirer de tout cela? Ni Mouloud Achour, ni Raphaël Quenard ne reviennent sur l'origine de cette rumeur, qui pourtant est la base pour comprendre cette affaire et ce qu'on peut en tirer en conclusion. Et sur Internet, une liste de noms présumés à fuiter. L'histoire de cette liste est aujourd'hui pensée comme la faillite de journalistes, mais c'est un peu l'arbre qui masque la forêt. En mai 2024, un tweet est posté par un compte connu pour ses positions et ses partages de contenus complotistes. Bon, on le sait, il existe une pipeline entre les idées complotistes et l'idéologie droite dure, et inversement. Autant vous dire que ce compte ne s'est jamais fait le porteur d'idées progressistes ni en faveur des droits des femmes. La rumeur propagée par ce compte est la suivante. Mediapart s'apprêterait à diffuser une liste d'auteurs de VSS dans le cinéma français le jour de l'ouverture du Festival de Cannes 2024. Cette fausse information, pourtant limitée à ce seul tweet, est reprise par les médias du groupe Bolloré, l'émission de Cyril Hanouna en tête. À partir de là, les journaux qui sont critiques envers le mouvement MeToo reprennent l'information sans la vérifier. Coucou les Figaro! Qui c'est qui n'a pas fait son travail? L'information continue d'être reprise jusque dans une chronique radio. Puis la matinale de France Info TV qui, sans aucune vérification,
parle avec une quasi-certitude d'une liste de personnalités qui devrait être publiée demain dans une enquête de Mediapart. Il aurait été si simple de contacter Mediapart directement pour leur demander s'il y avait une once de vérité à tout cela. Il aurait été si évident de questionner pourquoi, pour la première fois, Mediapart publierait une liste alors qu'ils ne font encore aujourd'hui que des enquêtes fouillées, sans mélanger les affaires entre elles. Les chaînes et journaux en question se sont rétractés, mais comme toujours, la fausse information a une empreinte et une portée bien plus grandes que son démenti. La première conclusion que l'on peut en tirer est que cette rumeur est un moyen de décrédibiliser les prises de parole des victimes ainsi que les enquêtes de harcèlement et de VSS. Puisque cette liste est fausse, il y a sans doute plein d'autres choses qui sont fausses. Cela sème un doute volontaire et va dans le sens d'un tribunal de l'opinion débridé et dangereux sur les réseaux sociaux. Et pire encore, ce seraient les victimes elles-mêmes qui souhaiteraient et qui seraient partie prenante de cette volonté d'une sentence des réseaux sociaux, alors que les victimes n'ont rien à voir avec cette rumeur. Combattre le harcèlement, c'est courageux, c'est nécessaire, mais ça ne doit pas avoir pour effet d'en initier d'autres, des harcèlements. Quand on comprend la rumeur dans son contexte de création, alors elle prend un sens très différent que celui dont discutent Raphaël Quenard et Mouloud Achour. Il s'agit d'une forme de mensonge par omission ou une ignorance des faits de leur part. Je veux bien admettre, d'un côté, qu'ils n'avaient peut-être pas connaissance de cette origine. Mais l'article de Mediapart qui clarifie la rumeur a été publié seulement une semaine après l'emballement médiatique au sujet de cette liste. Et il est en accès libre. Donc le travail minimum de recherche et de vérification n'a pas été fait. Et ça, je peux leur reprocher à tous les deux, et particulièrement à la préparation de l'émission Click. Contrairement à ce qu'ils insinuent, ce ne sont pas les victimes qui sont à l'origine de cette liste. Et contrairement aussi à ce que Quenard met en avant, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas un bénéfice que de penser et de parler des VSS dans un climat de suspicion sur des rumeurs démenties qui ont été propagées par des complotistes qui ont utilisé la respectabilité de Mediapart pour amplifier la portée de leurs propos. La liste noire n'a pas le mérite de mettre ces sujets au premier plan du débat public. Les victimes, les concernés en parlent tout le temps. Mais la plupart des hommes, comme Raphaël Quenard, ne se sentent concernés que par le risque d'être l'objet d'accusations. Le débat qui en ressort est stérile, car ce qu'on retient, c'est l'idée que les accusations peuvent être mensongères, qu'elles peuvent faire du mal à des hommes comme Raphaël Quenard, qui pourtant prennent du recul et pensent aux victimes. On voit bien que le discours de Quenard manque de cohérence, puisque le vrai sujet de ses interviews, c'est de parler de son expérience à lui. Discours qui a de quoi rendre au minimum perplexe. Moi, je pense que la racine de ce truc-là, je te le dis comme je le pense, Mouloud, c'est la fainéantise. C'est genre l'absence de travail qui fait qu'il y a des gens qui se retrouvent dans une situation où, malheureusement, ils n'arrivent pas à accomplir certaines choses. Et si, toi, en regard, et aussi c'est alimenté par le fait de ces expositions un peu omniprésentes et permanentes et tout, mais si tu arrives à accomplir des choses dont eux rêvent, pour leur cerveau, pour leur conscience, il est plus confortable de l'attribuer, la réussite, à des additifs, à la cocaïne, à des pratiques obscures. Ils boivent du sang d'enfant, ils brûlent des cercueils de nourrissons, je ne sais quelle excentricité impensable. La racine de la diffusion de fausses informations, c'est la fainéantise. Les gens à l'origine de ces mensonges seraient des jaloux, des durs travailleurs, parce que eux, ces gros jaloux, ils ne seraient pas arrivés, ils n'auraient pas réussi. Comme on a vu l'origine de la rumeur, le point de Quenard semble au pire absurde, au moins fumeux. Ce n'est même pas qu'il rate la cible, c'est qu'il se trompe de jeu. Il reprend une rhétorique de l'idéologie de droite sur le travail. Il entérine l'idée que toutes les stars du milieu méritent leur place car ils sont des travailleurs acharnés. Mais la fausse liste ne vient pas de gens du milieu du cinéma qui n'auraient pas réussi car ils n'ont pas travaillé aussi dur que eux. Et j'insiste là-dessus car c'est invisibiliser le système d'oppression inégalitaire du milieu du cinéma et ne pas penser l'intérêt réel et tangible des gens qui favorisent un contexte de défiance généralisée à l'encontre des témoignages de VSS. Et oui, les gens lambda comme vous et moi y ont cru parce que, de 1, c'est tristement crédible, et de 2,
L'information a été diffusée par des médias dans lesquels ils accordent une certaine confiance. Aussi, le fait qu'il y ait une impunité à ce niveau-là, parce que la diffamation, elle peut se faire, et la calomnie, sans qu'il y ait de répercussions et de condamnations qui soient dignes de ce nom, parce que ce que ça coûte aux gens dans leur quotidien et dans leur vie, c'est infiniment de fois supérieur aux condamnations dérisoires sur lesquelles ça débouche. Donc il y a ça. Ramener l'idée de l'impunité sur la diffamation sans parler de celle sur les VSS, c'est quand même, on va dire, dommage. C'est un jour de clémence pour moi. Dans une autre interview où le livre de Quenard est discuté, au tout début de la discussion, Mouloud Achour introduit le sujet ainsi. Tu me donnes l'occasion de rappeler le nombre de féminicides qu'il y a eu en France. 140 féminicides en 2024, selon noustoutes.org. Une soixantaine de féminicides depuis début 2025. Là, il n'est pas question de fiction, mais de réalité. C'est complètement catastrophique. Hein. C'est des chiffres aberrants et sidérants. Et c'est bien qu'aujourd'hui, ces sujets-là soient mis en avant et défendus par et les artistes et les politiques, et que des mesures soient mises en place. Et moi, je suis content. Personnellement, j'ai une petite sœur que j'aime de tout mon cœur d'amour. Et donc, je suis content que le monde progresse dans le bon sens pour elle. Et voilà, c'est tout. Ils ont pensé le sujet des féminicides. C'est un geste, une parole symbolique, comme une offrande qui annonce « c'est bon, nous ne pouvons pas être critiqués, nous avons parlé des féminicides ». Maintenant, on peut parler du livre de Quenard sans plus aborder le sujet. La ficelle est grossière. Dire que le monde progresse dans le bon sens, dans le contexte de recul des droits des femmes, des personnes queer et transgenres, alors que les idéologies réactionnaires s'infiltrent partout, ce n'est pas qu'une manière édulcorée de dire différemment « c'est bon, on est tranquille ». C'est une manière aussi de dire que les luttes progresseraient toutes seules, par elles-mêmes. Les luttes descendent dans la rue, les luttes font passer des amendements, les luttes changent la société. Ce serait bien, ce serait bien. Mais je trouve quand même que plutôt que de s'attarder à vouloir faire tomber tous les hommes et à les mettre dans le même sac et tout, il faut mieux s'attarder à faire monter des femmes. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est nécessaire. Mais Sonia De Villers va encore plus loin et nous livre un parfait exemple de complaisance. Ces féminicides sanguinolents, ça n'a pas loupé. Sabrina Champenois, dans Libération, a publié un papier il y a quelques jours. Pourquoi je ne lirai pas Raphaël Quenard? Alors, elle explique que de nos jours, les serial killers, ils n'existent plus. Et elle en conclut, je la cite, « Toujours est-il qu'à l'heure où les violences faites aux femmes se sont imposées comme un enjeu de société, mais où les bouffées masculinistes se multiplient, on se passera, pour notre part, d'une plongée dans un carnage du féminin annoncé avec des roulements de tambour, du divertissement, comme si de rien n'était. » Et quand alors pour le coup, en fait, j'ai l'impression que pour le coup, moi, je propose une histoire au même titre que des séries télévisées vont proposer Dexter, Dahmer, The End of the Fucking World, des true crime, en veux-tu, en voilà, les faites entrer l'accusé. Je suis allée lire l'édito de Sabrina Champenois. Les formulations de Sonia De Villers sont tout simplement malhonnêtes. Sabrina Champenois ne dit pas que les serial killers n'existent plus. Elle pointe du doigt les progrès scientifiques du profilage ADN qui permettent aux enquêteurs d'identifier les criminels avant qu'ils ne deviennent des meurtriers en série, justement. Et relever cette unique phrase dans son édito l'a fait passer pour une bécasse. Ce que Sabrina Champenois met en avant pour la questionner, c'est la surreprésentation de la figure usée à la corde du serial killer. Ce qui l'intéresse, c'est surtout le choix narratif de Quenard de mettre en scène des meurtres de femmes dans un contexte d'obsession malsaine envers ses meurtriers. Elle est abasourdie de l'annonce en grande pompe par son éditeur Flammarion du livre à venir et de la jubilation du ton abordé. Deux questionnements tout à fait pertinents, surtout quand on lit le communiqué de Flammarion en question. Flammarion promet une confession glaçante d'un psychopathe diaboliquement pervers, une épopée macabre au style aussi électrique qu'inventif. Au total, un thriller qui revisite le genre du snuff movie pour inventer le snuff roman. Prévoir donc des scènes de meurtre hyper réalistes. Déjà, la première chose qu'on peut dire avec certitude, c'est que le roman est clairement en deçà de la promesse. Sabrina Champenois est la seule, ou l'une des seules en tout cas, qui pose la question du divertissement jubilatoire proposé par ce livre, dans un contexte d'idéologie masculiniste qui oppresse et tue les femmes. Et ce, pas dans le monde de la fiction, mais bien réellement. Elle ne dit pas à quiconque de ne pas lire le livre. Non, ça, c'est mon travail.
on se complète. Ces féminicides sanguinolents, ça n'a pas loupé. Pourquoi tourner en dérision les rares voix critiques? Ça n'a pas loupé. Ces féministes qui ne comprennent rien à l'art et qui veulent nous casser les pieds. Ça n'a pas loupé. Ah bon? Je dirais plutôt que Sabrina Champenois est l'une des seules à poser des questions, à contextualiser la réception du roman. Ce qui est ce qu'on nous apprend à faire à l'école en plus. La posture de Sonia De Villers est un bien triste exemple de complaisance. La complaisance ne se caractérise pas uniquement comme un soutien direct, inconditionnel. Elle se manifeste aussi par un refus de créer un espace de débat critique qui est parfois inconfortable. Oui, poser des questions, chercher à comprendre, à mettre en avant les paradoxes, sans pour autant invectiver ni humilier la personne. Ça s'appelle une interview. Et c'est possible, mais encore faut-il s'en donner les moyens. Et alors, la discussion est bien plus intéressante, profonde. Ça n'a pas loupé. Et là, l'art, peu importe ce qu'il met en scène, moralité ou immoralité, prend tout son sens. Vous écoutez ce que je raconte là ou je suis en train de pisser sur un violon là? Y a pas moyen que ça continue, vous voulez me torturer ou quoi? Attendez monsieur, vous voulez qu'on fasse Vous le quoi? savez peut-être, j'ai supprimé la première version de ma vidéo sur la rentrée littéraire. Vous avez été nombreux et nombreuses à m'alerter sur une condamnation de ce sponsor sur le traitement des données personnelles de santé de ses utilisateurs à des fins de publicité. Je vous remercie pour vos alertes. La santé et la santé mentale est un sujet bien trop important pour moi. Et d'ailleurs, c'est plutôt ironique, car le fait que le sponsor soit justement sur le sujet de la santé mentale a été un facteur pour que j'accepte de m'associer à la marque. J'ai republié la vidéo sans le sponsor, et au début, je me suis demandé si je n'avais pas été un peu shadowban par l'algorithme pour avoir reposté la même vidéo à quelques jours d'intervalle. Sauf que j'ai remarqué, et en discutant avec d'autres créateurs et créatrices, beaucoup de vidéos semblent flopper à leur publication en ce moment, ce depuis quelques mois. Une des raisons avancées, et très probable, est le durcissement de YouTube envers les adblockers. YouTube ne comptabiliserait plus ses vues. Dans leur logique, j'imagine qu'ils se disent que si l'on ne regarde pas de pub, ça ne fait pas de l'argent à la plateforme, donc la vue ne compte pas. Mais bon, j'imagine que YouTube doit être aussi durement impacté, comme tout le monde, ce n'est pas que nous, petits et petites créatrices. Beaucoup de créateurs dépendent de ces revenus aléatoires et précaires pour leur survie de base. Je ne parle pas de placer de l'argent sur d'obscurs comptes en Suisse ou de s'acheter des Ferrari à l'appel, mais bien de payer son loyer et avoir une stabilité minimale pour garantir une disponibilité de temps et ainsi continuer à faire des vidéos. Ce sont ces vidéos construites, travaillées qui rendent la plateforme intéressante, à commencer pour les annonceurs. C'est vraiment dommage parce que nous, les créateurs de contenu, on n'a déjà aucun moyen de savoir si notre vidéo flop à cause de l'algorithme ou une autre raison. Tout ça pour dire que quand un créateur met en place des plateformes de type Ko-fi, Patreon, des goodies, ce n'est pas pour ponctionner votre argent durement gagné, mais bien pour continuer d'être ce lien entre des domaines de savoir niches et complexes et un public varié qu'on ne pourrait pas toucher sans cette plateforme. Vous êtes ce public varié. Il reste des porte-clés toilettes, et croyez-moi ou pas, mais j'ai été sur un nuage pendant 2 jours, tellement ils sont sublimes. Mais sublimes. Voilà. Les fêtes de fin d'année, ça arrive, c'est le moment. C'est le moment, vous ne trouverez pas plus original qu'un porte-clés toilette. Les premiers envois d'ailleurs sont partis. Si vous voulez contribuer à la chaîne, ça me ferait grave plaisir que vous commandiez des petites nouvelles choses. Magnifique. Et magnifique. Et attendez, j'ai quoi d'autre? Ah oui, attendez, je vais vous montrer. Mais à un moment, vous voulez du style ou pas de style? Je vais faire mes courses. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau.